Voilà, alors on va entamer la vidéo sur l'algorithme du simplex. On avait vu dans d'autres vidéos précédentes la présentation de la forme d'un programme linéaire de type maximum. Dans une deuxième vidéo, on avait la résolution graphique d'un problème de type maximum avec deux variables. Ici, on va voir donc une méthode appelle algorithme du simplex, utilisable pour deux variables, trois variables, voire plus, donc pour n variables. Alors, on va expliquer l'approche algébrique dans un premier temps. Puis après, on va refaire la même méthode du simplex, mais en utilisant les tableaux parce que on verra que les tableaux sont un outil pratique pour pouvoir réaliser cet algorithme. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle la forme canonique d'un programme linéaire. Bon, s'il s'agit d'un programme de type maximum, la forme canonique est ainsi présente. On doit maximiser bien sûr une fonction objectif qui est linéaire, max c1x1 plus etc. cnxn, sous la contrainte, sous les contraintes que voilà, donc des contraintes d'inégalité. On a les contraintes principales, on a M contraintes principales, et on a les contraintes de positivité, contraintes de signe. C'est au niveau des contraintes principales que nous allons nous attarder. Au niveau des contraintes principales, il faut que les inégalités pointent vers la gauche. Donc on a des types d'inégalités comme ça. Donc on a inférieur ou égal, inférieur ou égal. Si on lit de la gauche vers la droite, on doit avoir que la quantité de gauche, le membre de gauche doit être inférieur ou égal au membre de droite. Voilà donc ce qu'on appelle une forme canonique pour un programme de type max. Voilà, donc matriciellement, on peut dire que c'est un vecteur C scalaire, un vecteur grand X, où le vecteur C regroupe les coefficients de la fonction f à maximiser. Et grand X est constitué des variables x1 jusqu'à xn. Sous les contraintes, on a la matrice A, multipliée avec le vecteur x est inférieur ou égal à b. Alors ici, il ne faut pas mélanger la relation d'ordre dans R avec une relation d'ordre qui n'existe pas au niveau des matrices. C'est-à-dire que lorsqu'on dit inférieur ou égal à b, ça veut dire que chaque terme de AX, c'est-à-dire chaque élément du vecteur AX va être inférieur à chaque élément du vecteur B. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc quand on fait la matrice A multipliée avec le vecteur X, donc on obtient pour chaque contrainte la partie de gauche. Et inférieur ou égal, ça veut dire que chaque partie de gauche va être inférieure ou égale à B. Donc B qui regroupe les seconds membres, donc on aura B qui va regrouper B1 jusqu'à Bm. Et quand on dit que grand X, le vecteur des variables est positif, ça ne veut pas dire que le vecteur lui-même est positif, mais que tous ses composantes sont positives. Donc vous avez compris l'idée. Alors la matrice A, c'est la matrice qui regroupe les coefficients au niveau des contraintes principales. La matrice B regroupe les seconds membres des contraintes principales. Et C regroupe les coefficients de la fonction objectif. Et évidemment, grand X est égal à x1 jusqu'à xn. Là, on a une petite coquille, donc c'est xn à la fin. Alors, comme remarque, là, on a parlé de problème de maximisation, mais on peut avoir aussi la forme canonique d'un problème de minimisation. Mais de toute façon, il faut savoir qu'un problème de maximisation peut toujours se ramener à un problème de minimisation. Il suffit de maximiser l'opposé de la fonction économique. C'est-à-dire que maximiser f, c'est minimiser moins f. Alors, avant de démarrer l'algorithme du simplex, il faut s'assurer que le programme est sous forme canonique, bien sûr. Donc, si vous avez un problème de maximisation, avant de pouvoir entamer l'algorithme du simplex, il faut d'abord le mettre sous forme canonique s'il n'est pas sous forme canonique. Maintenant, après la forme canonique, il y a la forme standard. Parce que avant de démarrer l'algorithme du simplex, il faut que le programme soit sous forme standard. Mais avant d'être sous forme standard, il faut d'abord le mettre sous forme canonique, ce qu'on a vu précédemment. Alors, comment maintenant mettre sous forme standard? Il faut ajouter ce qu'on appelle des variables d'écart. Des variables d'écart qui sont des variables artificielles
qu'on ajoute à chaque contrainte pour qu'en fait l'inégalité devienne une égalité. C'est ça l'idée. Okay? Donc, et ces variables d'écart-là, elles vont être positives parce qu'on avait que le membre de gauche était inférieur au membre de droite. Pour que le membre de gauche puisse atteindre le membre de droite, il faut lui ajouter quelque chose de positif. Ouais. Donc, on aura donc max de C1x1 plus etc. Cnxn sous les contraintes. Donc, on va avoir, première contrainte, on a ajouté une variable d'écart E1. Donc, ça va donner égal B1, etc. jusqu'à la dernière contrainte, la contrainte numéro M. On ajoute une variable d'écart EM pour que ceci soit égal à BM. Évidemment, on a les x1 jusqu'à xn, les variables principales vont être positives, par opposition aux variables d'écart, qui sont des variables artificielles, des variables fictives, entre guillemets, qui seront au nombre de m, parce qu'il y a autant de variables d'écart qu'il y aura de contraintes principales. Donc, E1 jusqu'à EM, tout le monde est positif ici. Donc, quand on a une forme standard, toutes les variables, qu'elles soient les variables principales ou les variables d'écart, toutes ces variables-là seront positives. Alors, on va décrire le processus de l'algorithme du simplex avec cet exemple. Par exemple, on demande de résoudre max de 90x plus 120y plus 180z plus 220t sous les contraintes 8x plus 10y plus 12z plus 15t inférieur ou égal à 1200, 2x plus 2y plus 3z plus 5t inférieur ou égal à 300, x plus y plus z plus t inférieur ou égal à 100, z plus t inférieur ou égal à 40, x, y, z, t supérieur ou égal à 0. Alors, quand on regarde ce programme linéaire, il est sous forme canonique. Ce programme est bien sûr sous forme canonique. Les inégalités dans les contraintes principales sont dans le bon sens, sont pointées vers la gauche. Okay. Donc, tout est bon. Alors, l'algorithme du simplex, en quelque sorte, c'est une généralisation de la méthode géométrique dans le sens où on va parcourir les sommets. Parce qu'on avait dit dans une précédente vidéo qu'on peut prendre chaque sommet, évaluer la valeur de la fonction objectif en chaque sommet et voir quelle est la plus grande valeur que prend la fonction objectif en un sommet. Et c'est le sommet ou les sommets où la valeur est maximale qui va représenter la solution ou les solutions optimales. Alors, quand on fait une itération de l'algorithme du simplex, il a son équivalent géométrique, c'est-à-dire qu'on est sur un sommet. Alors, on va partir du sommet l'origine, c'est-à-dire là où toutes les variables sont nulles, toutes les variables principales sont nulles. Alors pour généraliser, comme dans le cas de deux variables de résolution graphique, on disait que l'ensemble des contraintes était géométriquement un polygone. Ici, on va dire que l'ensemble des contraintes est un polytope. C'est un polytope. Ok. Lorsque la dimension dépasse 2, lorsque la dimension dépasse 3, dépasse 4, dépasse 5, on parle là plus de polygones, n'est-ce pas? Donc, on va peut-être, en dimension 3, on va peut-être parler de polyèdre, n'est-ce pas? Voilà, etc., etc. Maintenant, pour généraliser tout ça, on va parler de polytope, qui est un ensemble convexe. Okay? Qui est un ensemble convexe, et le maximum est atteint en un des sommets. Alors, la notion de convexité, si vous voulez qu'on en parle rapidement, c'est-à-dire que si vous prenez deux éléments de cet ensemble, quand vous faites une combinaison linéaire de ces deux ensembles-là avec deux coefficients dont la somme est égale à 1, la combinaison linéaire reste encore dans l'ensemble. Okay? Donc ça veut dire que tout chemin que vous prenez entre ces deux ensembles reste encore dans le même ensemble. Donc le principe du maximum, un principe du maximum, parce qu'il y en a plusieurs, dit qu'en fait, l'optimum est atteint au niveau des sommets du polytope. Alors, comme je disais, le but c'est de parcourir les sommets un à un. Alors, l'algorithme du simplex va chercher à gagner du temps, parce qu'il se peut qu'on prenne le chemin le plus rapide pour atteindre le plus rapidement possible le chemin optimal. Donc, on n'aura peut-être pas besoin de parcourir tous les sommets du polytope. Peut-être qu'en deux coups, en 3 coups maximum, on a atteint le bon sommet. Voilà. Alors que si on avait peut-être suivi un cheminement
un certain cheminement, on aurait pu atteindre ce sommet-là avec un temps plus long. Vous voyez. Okay? Donc, on commence donc par le sommet origine du repère, là où toutes les variables principales sont nulles. Maintenant, il est sous forme canonique, il faut le mettre sous forme standard. On va ajouter des variables d'écart à chaque contrainte principale pour que les inégalités deviennent des égalités. Donc, voici donc la forme standard. Je vais ajouter une variable d'écart E1 à la première contrainte principale pour que ça donne 1200. Ensuite, je vais ajouter E2 à la deuxième contrainte principale pour que ça devienne égal à 300. Je vais ajouter E3 à la troisième contrainte principale pour que ça soit égal à 1000, à 100 plutôt. Et je vais ajouter E4 à la quatrième contrainte principale pour que ce soit égal à 40. Et au niveau des contraintes de positivité, les signes sont tous positifs. Les variables principales x, y, z, t sont toutes positives et les variables d'écart E1 jusqu'à E4 sont toutes positives. Donc voici la forme standard. Et c'est à partir de la forme standard qu'on va exécuter l'algorithme du simplex. Donc, là, on dit l'analogie avec la méthode géométrique dit qu'à ce stade, les variables d'écart EI sont les variables de base et les variables principales ici sont les variables hors base. Alors, la base, c'est l'ensemble des variables qui sont non toutes nulles quand on raisonne en termes d'algorithme du simplex. Alors, cette base, elle va avoir autant de variables qu'il y a de variables d'écart. Donc ici, on a 4 variables d'écart, donc la base est constituée de 4 éléments, disons. Donc, au début de l'algorithme, la base ne contient que les variables d'écart. Et les variables d'écart sont toutes égales au second membre. Parce que, comme on dit, on commence par le sommet 0, 0, 0 partout. Donc à ce moment-là, x est nul, y est nul, z est nul, t est nul géométriquement. Et donc, au niveau des contraintes, les variables d'écart vont être entièrement égales au second membre. Donc, on va dire que pour la première contrainte, lorsqu'on est au sommet où x, y et z sont tous nuls, c'est E1 qui va être égal à 1200, E2 va être égal à 300, etc. E3 va être égal à 100 et E4 va être égal à 40 si on est au niveau du sommet 0, 0, 0. Alors, ça, on le sait. Maintenant, algébriquement parlant, on est dans la résolution maintenant. On va exprimer les variables d'écart en fonction de toutes les autres variables. Donc, c'est comme si on va transposer. Donc, si on retourne à la diapo précédente, je vais exprimer E1 en fonction de x, y, z et t dans la première contrainte. Donc, je vais transposer. Je vais transposer pour la première contrainte, la deuxième contrainte, la troisième et la quatrième. Donc, ça va me faire 1200 moins 8x, moins 10y, moins 12z, moins 15t. E2 va être égal à 300 moins 2x, moins 2y, moins 3z, moins 5t. E3 égale 100 moins x, moins y, moins z, moins t. Et E4 égale 40 moins z, moins t. Alors, je vais exprimer la fonction objectif, la fonction à maximiser. Bon, ici, on a mis b comme bénéfice. On va dire b égale 90x plus 120y plus 120z plus 220t. Là aussi, il ne faut pas oublier d'exprimer directement la fonction objectif. Au niveau de la fonction objectif, il n'y a pas grand-chose à faire. On exprime juste que f ou b est égal à son expression. OK. Alors, retenons bien qu'au départ, les variables de base sont les variables d'écart E1, E2, E3, E4. Et donc, ceux qui ne sont pas dans la base, ici au départ, ce sont les variables principales x, y, z, t, qui vont être les variables hors base. Maintenant, le but, c'est de faire entrer des éléments dans la base et d'en faire sortir. C'est-à-dire qu'à chaque itération, il y a une variable qui va entrer dans la base et une autre qui va sortir. Donc, au départ, comme ce sont toutes les variables d'écart qui sont dans la base, on va faire sortir une variable d'écart et faire entrer une variable principale. Maintenant, quel sera le critère? Parce que comme j'ai dit tantôt, il faut essayer d'aller le plus vite possible vers le sommet optimal. Donc, il faut le faire de façon rationnelle pour que je vais perdre le moins de temps possible. Donc, il faut faire un choix judicieux. Alors, dans la fonction objectif, il va falloir qu'on regarde quel est le coefficient. Quel est le coefficient le plus élevé?
Parce que ce qui est logique, c'est que je cherche à maximiser ma fonction objectif. Mais quoi de plus logique que de commencer à augmenter la valeur de la variable qui a le plus grand coefficient, qui a le plus grand coût dans la fonction objectif. C'est ça qui est logique. Parce que si je suis dans un problème de production, hein, j'ai des produits, je prends le produit qui est le plus cher. Logiquement, on va essayer d'augmenter la quantité du produit le plus cher. Ça, c'est vraiment intuitif. C'est logique. OK? Donc, dans la fonction objectif, si on retourne à la diapo précédente, c'est le coût 220 qui est le plus élevé. Et le coût 220 va avec la variable t. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va donc dire que je vais me focaliser sur la variable t. Je vais donc en quelque sorte annuler la variable x, annuler la variable y, annuler la variable z et me consacrer à la variable t. Alors, dans ce cas-là, si vous regardez les quatre relations qu'on a ici, E1 va être égal à 1200 moins 15t directement, E2 va être égal à 300 moins 5t directement, et E3 égale 100 moins t directement, E4 égale 40 moins t directement. C'est-à-dire que dans la diapo précédente, excusez-moi, dans la diapo précédente, j'ai juste annulé x, y, z, et j'ai laissé la valeur at. Dans les quatre expressions où j'ai exprimé les variables d'écart en fonction des variables principales. Donc, x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à 0, y est égal à 0, et je laisse t. Mais comment je vais augmenter la valeur de t? Je vais augmenter la valeur de t en restant dans la contrainte des variables d'écart. Parce qu'on a dit que les variables d'écart aussi sont positives. Je ne vais pas augmenter t comme je veux. Je vais augmenter la valeur de t, n'est-ce pas, tout en veillant à ce que le E1, qui est ici exprimé en fonction de t, soit encore positif. Ouais. Donc j'ai dit que E1 est égal à 1200 moins 15t dans ces conditions, mais il est positif. E2 est égal à 300 moins 5t, mais il est positif. E3 égale 100 moins t, il est positif. E4 égale 40 moins t, il est positif. Donc je vais résoudre un système d'équations où il n'y a que t qui intervient. Donc je vais avoir 4 inéquations vérifiées par t. Okay? Mais je vais regarder l'intersection de ces solutions. Okay? Voilà. Donc on va relire juste le paragraphe. Donc la fonction objectif, dans la fonction objectif, on voit que le coefficient le plus élevé est 200, celui de t. Donc si on augmente la valeur de t en annulant les valeurs de x, y et z, tout en gardant les variables d'écart possibles, on aurait. Voilà, en résumé. Alors, on va voir, premièrement, si on résout ces petites inéquations en t, je vais avoir t inférieur ou égal à 80. Okay? T inférieur ou égal à 80, t inférieur ou égal à 60, t inférieur ou égal à 100, t inférieur ou égal à 40. Donc, on va voir l'intersection de ces quatre intervalles-là. Alors, l'intersection de ces quatre intervalles, c'est tout simplement que t va être inférieur ou égal à 40. Okay? Donc, quand on dit que t est inférieur ou égal à 40, on a réalisé tous les autres. Okay? Donc, il faut que t soit inférieur ou égal à 40. Donc, t inférieur ou égal à 40 satisfait la condition souhaitée si haut. Donc, quand on prend maintenant t est effectivement égal à 40, là, on va avoir que la variable E4 va être nulle. Parce que la variable E4 correspond à la dernière relation qui dit que E4 égale 40 moins t va être supérieur ou égal à 0. Donc, si on met t est égal à 40, E4 est nul. Cette variable-là va être saturée. Cette contrainte plutôt va être saturée lorsque t est égal à 40. Et c'est ça qui va nous pousser donc à faire l'échange entre t et E4 au niveau de la base. Donc, je vais faire sortir la variable E4 de ma base et je vais faire entrer t. Donc, ça veut dire que t maintenant a pris une valeur. Donc, je me suis déplacé vers un autre sommet. Okay, c'est ça l'idée. Alors, E4 sort de la base et t entre dans la base. L'équation d'échange est obtenue en exprimant t en fonction de E4. Maintenant, il faut retourner au niveau de la contrainte sans pour autant imaginer qu'on annule telle ou telle variable. C'est-à-dire que je vais retourner à la contrainte de départ qui disait que E4 est égal à 40 moins Z moins T.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on a imaginé tout à l'heure, c'est juste une forme de parenthèse. C'est juste une technique pour voir qui va sortir, qui va entrer. Mais en réalité, je ne vais pas dire que Z est égal à 0 ou que T va être égal à 40. Pas directement. Ça, c'était juste un procédé pour voir qui va sortir de la base et qui va entrer dans la base. C'est comme ça qu'on procède. Maintenant, une fois qu'on a identifié qui sort et qui entre, comme nous on a fait, on a dit que c'est E4 qui va sortir et c'est T qui va entrer. Maintenant, on va retourner à la contrainte où on avait l'expression E4 en fonction de T. On a ici E4 égale 40 moins Z moins T. Maintenant, il faut faire l'équation d'échange. C'est-à-dire qu'il faut maintenant exprimer T en fonction de E4. Donc, c'est juste la quatrième contrainte où il y a E4, n'est-ce pas? Où maintenant on sait que c'est T qui va entrer à la place de E4. On va exprimer T en fonction de E4. Mais il faut prendre la contrainte entière. C'est-à-dire avec Z2, s'il y a Z, avec X, s'il y a X, etc., etc. Donc, T va être ici égal à 40 moins Z moins E4. Voilà, ça, c'est juste un petit calcul de transposition. Alors, cette relation-là s'appelle 6 ici. OK? Donc, maintenant, on a T égale 40 moins Z moins E4. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc au niveau du système où les variables d'écart étaient exprimées en fonction des variables principales. Je vais voir, dès que je vois T, je remplace T par l'équation d'échange, c'est-à-dire la relation entre T et E4. Donc là, c'est purement algébrique. Donc, les équations de 18, bon, disons que c'est tout simplement ça, c'est-à-dire le système qui exprime les variables d'écart en fonction des variables principales. Dès que je vois T, je remplace T par l'expression 6, c'est-à-dire la relation entre T et E4. Alors, E1 va être égal à donc 1200 moins 8x moins 10y moins 12z moins 15t, et je remplace T par 40 moins z moins E4. E2 est égal à 300 moins 2x moins 2y moins 3z moins 5t, et je remplace T par 40 moins z moins E4. E3 est égal à 100 moins x moins y moins z moins t, et je remplace t par 40 moins z moins E4. Et bien sûr, la contrainte E4 est remplacée par l'équation d'échange où je dis que t est égal à 40 moins z moins E4. J'exprime t en fonction de E4. Et même dans la fonction objectif, b est égal à 90x plus 120y plus 180z plus 220t, je remplace t par 40 moins z moins E4. Maintenant, il s'agira de développer, de faire les calculs, n'est-ce pas, regrouper les termes semblables, etc., etc. Donc ça, c'est élémentaire. Alors, si vous le faites, c'est ça que vous aurez. Vous aurez E1 est égal à 600 moins 8x moins 10y plus 3z plus 15 E4. E2 égale 100 moins 2x moins 2y plus 2z plus 5 E4. E3 égale 60 moins x moins y plus E4. T égale 40 moins z moins E4. Et B est égal à 8800 plus 90x plus 120y plus 120z moins 40z moins 220 E4. OK? Voilà donc, après la première itération, ce qui se passe. Donc là, on a fait la première itération de l'algorithme du simplex. Alors, à ce stade, les variables de base, c'est E1, E2, E3, T. Et les variables hors base, c'est X, Y, Z et E4. Parce que X, Y, Z et E4 ne sont pas exprimés en fonction des autres. Donc, les variables hors base, on va leur donner la valeur 0. Et les variables ici de base donc, vont prendre 600, E1 va être égal à 600, E2 va être égal à 100, E3 va être égal à 60 et T va être égal à 40. Et la fonction objective va valoir 8800. Donc, à ce stade-là, voilà la solution réalisable en fait. Et si on se concentre sur les variables principales, celles qui nous intéressent le plus, c'est comme si x est égal à 0, y est égal à 0, z est égal à 0, et t est égal à 40. Donc, on est au niveau du sommet 0, 0, 0, 40. Donc, ça veut dire x égale 0, y est égal à 0, z est égal à 0 et t est égal à 40. Et à ce moment-là, la fonction objective vaut 8800. Mais ici, on se pose la question, est-ce qu'on arrête l'algorithme ou on continue? Est-ce qu'on peut avoir une valeur supérieure à 8800? Parce qu'il faut maximiser la fonction objective B. Alors oui, il faut continuer parce que il reste encore des coefficients positifs dans la fonction objective. C'est-à-dire que déjà, vous voyez qu'il y a 90x, il y a 120y, il y a 180z,
180Z, donc ça veut dire qu'on peut réaliser une meilleure valeur que 8800. Si on augmente la valeur de x, on va augmenter donc la valeur de la fonction objectif. Si on augmente la valeur de y, on va augmenter la valeur de la fonction objectif. Si on augmente la valeur de 180 aussi, on va augmenter la valeur de la fonction objectif. Donc là, donc, il faut continuer. OK? Alors, euh, là, il y a 180Z moins 40Z. Là, on peut les regrouper et avoir 140Z. Pas de souci. Alors, donc, on doit continuer l'algorithme parce qu'il reste encore des coefficients positifs dans la fonction objectif qui m'interpellent en me disant que donc, il y a des variables dont on peut augmenter la valeur. Donc, on peut encore se déplacer vers un autre sommet. Alors, le processus reste le même. On va regarder maintenant dans la nouvelle fonction objectif qu'on a, dans la nouvelle expression de la fonction objectif, bien sûr, quel est le plus grand coefficient. Là, on voit que c'est égal à 120. C'est égal à 120. Alors ici, vous nous excuserez, il y a une petite coquille au niveau de la fonction, de la nouvelle expression de la fonction objectif. OK. Il y a plus de 180Z, mais c'est moins 40Z directement. Donc là, la fonction objectif, c'est plutôt B égale 8800 plus 96 plus 120Y. Directement moins 40Z moins 224. Donc il y a plus de 180Z. Donc, le plus grand coefficient maintenant, c'est 120, qui correspond à la variable Y. Même chose. Donc, je vais me dire, donc, dans les expressions des variables d'écart E1, E2 jusqu'à E3, je ne vais plus toucher à T. On va annuler les valeurs de toutes les autres variables, sauf celle de Y, tout en laissant les variables d'écart positives, parce qu'elles doivent être positives. Alors, ce qui me donne 600 moins 10Y supérieur ou égal à 0, 100 moins 2Y supérieur à 0, 60 moins Y supérieur à 0. Donc, dans l'expression 7 que voilà, n'est-ce pas, on annule X, on annule Z et on laisse Y. Et on annule même, euh, E4 aussi. Alors, on va prendre juste les variables d'écart, E1, E2 jusqu'à E3. Donc, on résout ces inéquations-là. On a Y va être inférieur ou égal à 60, Y va être égal à inférieur ou égal à 50, Y aussi va être inférieur ou égal à 60. Donc, on a des intervalles, on regarde leur intersection et là, on se rend compte que il faut que Y soit inférieur ou égal à 60 pour réaliser l'ensemble de ces trois inégalités. Et donc, lorsque vous prenez Y est égal à 60, E2 est égal à 0, la deuxième contrainte devrait être saturée pour Y est égal à 50. Donc, il y a échange entre Y et E2. E2 va sortir de la base, Y va entrer dans la base. L'équation d'échange, c'est dans la relation qui relie E2 et Y, exprimer Y en fonction de E2. N'est-ce pas? Exprimer Y en fonction de E2 et de tout ce qui n'est pas Y. Donc, on a utilisé quelle relation? On a utilisé la relation qui est ici. E2 égale 100 moins 2x moins 2y plus z plus E4. C'est dans cette relation-là où E2 est lié à Y. Maintenant, je vais exprimer Y en fonction de tout le monde, y compris de E2. Donc, ça, c'est une petite transposition. Donc, c'est un calcul algébrique, il faut faire attention, il peut y avoir des fractions, etc., etc. Il peut y avoir des signes qui vont changer. Donc, vous transposez tout ce qui n'est pas Y et vous exprimez Y en fonction de E2 et de tout ce qui n'est pas E2. En tout cas, de tout ce qui n'est pas Y. Donc, on a Y égale 50 moins X plus Z moins E2 sur 2 plus 5 sur 2 E4. Et maintenant, on va retourner au niveau du système, du dernier système qui exprimait les variables d'écart en fonction des autres variables, y compris T en fonction de 4, c'est-à-dire ce qu'on a eu en dernier lieu. Dès que je vois Y, je remplace par l'expression 8. Dès que je vois Y, je remplace Y par 50 moins X plus Z moins E2 sur 2 plus 5 sur 2 E4. Alors, les détails de calcul, vous pouvez les faire. Vous pouvez prendre pause et faire les calculs. Donc, par exemple ici, j'avais E1 égale 600 moins 8x moins 10y plus 3z plus 15 E4.
je remplace y dans cette expression-là par 50 moins x plus z moins E2 sur 2 plus 5 demi de E4. Et tout calcul fait, je vais trouver E1 égale 100 plus 2x moins 7z plus 5 E2 moins 10 E4. Donc attention aux erreurs de calcul. Et donc, la deuxième relation qui disait E2 égale temps, je vais remplacer ça par l'équation d'échange. Je vais exprimer y en fonction de tout le monde. Ça, c'est l'équation d'échange. Et maintenant, dans l'expression de E3 aussi, dès que je vois un y, je le remplace par la relation 8. Et tout calcul fait, je vais avoir E3 égale 10 moins z plus E2 sur 2 plus 3 demi de E4. Et donc, on avait t égale 40 moins z moins E4. Et au niveau de la fonction objectif également, je fais la même chose. Dès que je vois y, je remplace par la relation 8. Et tout calcul fait, je vais avoir b égale 14800 moins 30x plus 80z moins 60e2 plus 80e4. Donc, j'ai augmenté la valeur de la fonction objectif dans ce nouveau sommet. Parce que les variables hors base, c'est x, z, E2 et E4, qui sont tous nuls. Les variables de base, c'est E1, y, E3, t. Et donc, au niveau de la fonction objectif, j'ai 14800 comme valeur atteinte. Donc, la solution qu'on aura réalisée, la solution admissible, c'est que x est égal à 0, y est égal à 50, parce que ce sont les variables principales qui définissent ma solution. Z égale 0 et t est égal à 40. Okay? Et la fonction objectif vaut ici 14800. Donc, est-ce qu'on continue l'algorithme? Oui. On continue l'algorithme puisque au niveau de la fonction objectif, il reste encore un coefficient qui est positif. Il reste au moins un coefficient positif, c'est-à-dire 80 qui est le coefficient de z. D'accord. Donc, il reste encore le coefficient de z. Donc, on peut augmenter la valeur de z. Donc, on continue l'algorithme. Donc, si on raisonne de la même façon, on va se dire, donc, je vais prendre les relations E1 égale et les relations E3 égale. Donc, je vais chercher à faire entrer z dans la base. Donc, je vais annuler toutes les autres variables sauf z et je vais me dire que ça doit être positif. C'est ce qui va me rester puisque E1 va être positif, E3 va être positif. Donc, comment me focaliser sur z en annulant tous les autres et que E1 va être positif et que E3 aussi va être positif. C'est ça l'idée. Donc, on ne l'a pas écrit, mais on va le dire oralement. Ça veut dire que je vais avoir E1 est égal à 100 moins 7z. Et ça doit être directement positif. Et je vais avoir E3 égale 10 moins z. Ceci doit être positif. Alors, c'est un système qu'on résout. Et c'est un système qu'on résout. Et on se rend compte que pour vérifier ce système-là, il faut que z soit inférieur ou égal à 10. Okay? Donc, si vous avez compris le principe, on résout ici on va résoudre deux inéquations. Et donc on prend l'intervalle qui réalise les deux inéquations. L'intervalle qui est l'intersection. Alors, donc c'est z qui va entrer et E3 qui va sortir. Alors l'équation d'échange, c'est exprimer z en fonction de E3. Comment exprimer z en fonction de E3? Je vais juste prendre la relation ici. Dans le système 9, E3 égale 10 moins z plus E2 sur 2 moins 3 demi de E4. Et je vais exprimer z en fonction de E3 et des autres variables dans cette relation. Ce qui me donne z égale 10 moins E3 plus E2 sur 2 moins 3 demi de E4. Et maintenant, je vais retourner au dernier système 9 toujours. Et à chaque fois que je vois z, je remplace par l'équation d'échange. Z est égal à 10 moins E3 plus E2 sur 2 moins 3 demi de E4. Et si je le fais, tout calcul fait, je rappelle toujours d'éviter les erreurs de calcul, je vais avoir E1 égale 30 plus 2x plus 3 demi de E2 plus 7E3 plus 1 demi de E4. Y est égal à 60 moins x moins E3 plus E4. Z égale 10 plus E2 sur 2 moins E3 moins 3 demi de E4. Z égale 30 moins 1 demi de E2 plus E3 plus 1 demi de E4. Et B est égal à 15 600 moins 30x moins 20 E2 moins 80 E3 moins 40 E4. Alors, je vais arrêter mon algorithme car
je vois que tous les coefficients de la fonction objectif B sont négatifs. Donc, comme les variables x, y, z, t, les variables d'écart aussi, 1 jusqu'à E4 sont tous positives, et que là j'ai des coefficients négatifs, si j'augmente les valeurs, je vais faire baisser la fonction objectif. Donc, mieux vaut arrêter l'algorithme. Alors, on a ici donc que si on annule les variables qui ne sont pas dans la base, c'est-à-dire les variables qui ne sont pas à gauche des égalités, parce que les variables de base ici, c'est E1, Y, Z et T. Tous ceux qui ne sont pas dans la base, c'est X, E2, E3, E4. Si je leur donne la valeur 0, et ben, les variables de base ici, E1 vont être égales à successivement E1 égale 30, Y égale 60, Z est égal à 10, T est égal à 30. Et la fonction objective va valoir 15 600. Et nous, bon, comme nous, la solution qui nous intéresse, c'est par rapport aux variables principales. Donc, X va être égal à 0, Y va être égal à 60, Z est égal à 10 et T est égal à 30. Donc, ici, on est au niveau du sommet de coordonnées 0, 60, 10, 30. Et c'est le sommet qui réalise la valeur maximale de la fonction objectif B. Donc, on va trouver un bénéfice maximal de 15 600 atteint au point 0, 60, 10, 30. Et donc, voici la résolution du programme linéaire de façon algébrique selon la méthode du simplex. Donc, voici la méthode du simplex expliquée algébriquement. Maintenant, dans la plupart des cas, on le résout sous la forme d'un tableau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tableaux ne sont rien d'autre que d'autres types d'écriture de ce qu'on vient de faire. Parce qu'à chaque étape de l'algorithme correspond à une écriture au niveau du tableau. Bon, les tableaux, ça permet de visualiser les choses de façon ordonnée. En fait. Parce que ce qu'on a fait ici au niveau algébrique, c'est tout simplement ce qu'on va faire au niveau des tableaux. Mais sauf que, comme les tableaux, il y a des lignes et des colonnes, donc les choses sont plus ou moins bien ordonnées. Dès le départ, on s'est inséré, c'est plus facile de suivre le cheminement avec les tableaux. Mais n'empêche que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est juste au niveau de la présentation que ça va changer. Donc ici, on est dans la résolution de système linéaire. Voilà, donc c'est tout simplement, il y a un certain pivotage. Et donc c'est tout simplement le pivotage de Gauss, n'est-ce pas? Le fait d'exprimer une variable en fonction d'autres, n'est-ce pas? Le fait de combiner des relations aussi. Il y a un certain principe de pivotage. Donc, c'est carrément similaire avec la méthode du pivot de Gauss. Okay? Et c'est ce qu'on va sentir au niveau des tableaux. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo où il s'agissait d'exprimer l'approche algébrique. Dans une prochaine vidéo, la vidéo suivante, on va refaire le même exemple, mais avec l'utilisation des tableaux. Alors, on va l'introduire. On dit que les tableaux constituent un outil efficace pour appliquer l'algorithme du simplex décrit ci-dessus. Il existe plusieurs variantes pour présenter ces tableaux. Bon, chacun peut avoir la manière de présenter ces tableaux, mais le principe est le même. À très bientôt.